Bonjour Benoît, Bonjour à tous. comment vas-tu? Ça va, ça va, ça va. Benoît, c'est bien, c'est l'avantage de cette période, c'est qu'on peut toucher des gens intouchables. Oh, mais je suis touchable, moi, il n'y a pas de problème. Quand on te croise. Oui, non, En mais tout cas, un grand merci. avec plaisir, avec plaisir. Alors, où te trouves-tu en ce moment? À Mandelieu, chez moi, voilà. Je confine tranquillement chez moi. Je fais du jardin. Voilà, voilà. Alors, depuis que j'ai mis l'annonce de ton passage en ligne, eh bien, il y a eu énormément de personnes qui t'ont posé des questions et l'applaudimètre était quasiment au maximum. Ah, bah, très bien, il va falloir faire plusieurs émissions alors. Hein. On a jusqu'au 11 pour profiter de toi et puis après, D'accord, à mon super, avis, tu vas vite reprendre du service. super. Alors, juste une question avant de démarrer. Tu as eu ton diplôme où, Benoît? Ton diplôme d'enseignant? Mon diplôme d'enseignant, bah, à l'époque, c'était BE1, BE2. Ça devait être dans les années 77, 78, quelque chose comme ça, le BE1. Et puis après, j'ai dû passer le BE2 dans les années 85, 86, quelque chose comme ça aussi. Voilà. Dans quel centre tu l'as passé? Alors, où est-ce que je suis allé? J'ai passé du temps à Châtenay-Malabry. Je pense que j'ai passé du temps à Vichy, je crois aussi, ou à D'accord. Clermont-Ferrand. Je sais plus, je sais plus, je sais plus. Ok, très bien. C'était une question d'une personne qui, parmi toutes les questions, mais Ouais. comme c'était ton cursus, je l'ai placé en premier. Maintenant, on va attaquer mes questions et puis après, il y aura une deuxième partie sur Alors, la. pour revenir au diplôme, en fait, ce qui Oui, s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé le golf très tard. J'ai commencé le golf à 17 ans, ouais. enfin très tard maintenant, et je suis passé pro après 3 ans, en fait. Donc, j'ai préparé mes BE après 3 années euh, de golf, en fait. Donc, je tapais, je m'entraînais énormément, voilà. Oui, Hein. j'imagine. Alors, la première question, c'est, enfin, donc la deuxième, la première des miennes, c'est, est-ce que tu sais pourquoi tes joueurs t'adorent? Ah, je sais pas qui m'adore, mais oui, bah, je sais pas. J'ai aucune idée. Je pense que bon. Je m'occupe d'eux comme euh, je pense que je passe d'abord beaucoup de temps avec eux, qu'ils peuvent m'appeler quand ils veulent, etc., etc. Donc c'est vrai que je m'investis beaucoup et puis que j'essaye de trouver des clés tout le temps avec tous les joueurs qui sont tous différents. J'essaye de trouver des clés pour qu'ils avancent en fait. Hein. Donc, tu es Bah, beaucoup, très impliqué. mais je pense que tous les joueurs aiment leur coach. Hein. S'ils sont avec un coach, c'est qu'ils l'apprécient. Hein. Donc, et puis c'est vice-versa. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire travailler un joueur que j'apprécie pas. Hein. Donc, je pense que je suis pas une exception en fait. Hein. Très bien. Mais c'est toujours bien de savoir pourquoi des joueurs apprécient être avec un coach pour telle ou telle raison. C'est toujours intéressant. Alors, je vais directement aller dans une question que généralement on pose tardivement pour garder de l'intérêt, mais moi je vais la poser directement. Mhm. C'est quelle différence, Benoît, y a-t-il entre un joueur qui est sur l'European Tour et un joueur qui est sur le Challenge Tour et si tu veux, sur le Alps ou le Golf Pro Tour? Quelle est la différence, on va dire, allez, on va rester sur les deux premières catégories, European Tour et Challenge Tour. C'est quoi la différence? Le coup de fer 7 n'est pas le même? Non, mais je pense que ce qui est important de voir, c'est l'évolution des joueurs. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un joueur qui est sur l'Alps Tour ou le PD Tour et puis lui faire gravir les échelons. Et à un moment donné, bon, il faut qu'on se dise, bah, allez, sur le PD Tour, chez Alps Tour, il ne faut pas qu'il traîne trop longtemps. On va dire 2, 3 années maximum. Il faut essayer d'attraper une catégorie Challenge Tour. Et après, sur le Challenge Tour, je dirais qu'il y a toujours des exceptions, mais 5 ans, ça me paraît être un maximum. Mais bon, après, on aura toujours des exceptions d'un joueur qui, au bout de 7 ans, monte sur le tour. Mais ce qui est important, en fait,
c'est pas tellement de se dire je suis sur le Challenge Tour, il faut que je monte sur le tour. C'est qu'à un moment donné, même faire un aller-retour, y monter, y redescendre, y remonter. Je crois que c'est ça qui est important. C'est de ne pas piétiner au même endroit, en fait. D'accord ? Ça, c'est très, très important. Et après, moi, personnellement, quand j'ai un joueur sur le Challenge Tour, je sais quand est-ce qu'il est prêt à finir dans le top 15, dans le top, maintenant, ça va être le top 20, je crois. On le sait. Il faut simplement que ça se combine un peu correctement, qu'il y ait les résultats au bon moment sur les bons tournois. Et la différence après, elle n'est pas énorme. Il y a tellement maintenant de joueurs du Challenge Tour qui jouent tellement bien en golf. Il y a quelques années, sur 15 joueurs, il y en avait peut-être 2 ou 3 qui gardaient la carte. Maintenant, la proportion s'est inversée. Il y en a 12, 13, entre 10 et 13 qui gardent la carte. Donc, ça veut dire que le niveau est très, très élevé. Donc, il n'y a pas de différence. Et on a même des joueurs du Challenge Tour, dès la première année, ils gagnent. Ils gagnent, ils font des podiums, ils font des playoffs. Donc, tout ça maintenant est assez condensé. Et ce qu'il faut, c'est passer au travers, en fait. Hein. Je pense que c'est la réponse, on va dire, number one. S'il y avait une réponse number two, est-ce que c'est une affaire de confiance ou une affaire de niveau? Ah non, c'est pas que de la confiance. C'est une affaire de niveau qui va donner de la confiance. Donc, il y a un niveau d'exigence qu'il faut respecter. Tu peux pas avoir un maillon faible. Si tu as un maillon faible, de toutes les façons, à un moment donné, le golf va te mettre dans la position où tu seras mis à l'épreuve et ce maillon, il va casser. Donc, il va être là. Si tu as une faiblesse, par exemple, je sais pas, dans les sorties de bunker, par exemple, à un moment donné, tu seras mis à l'épreuve. Tu seras mis à l'épreuve parce qu'au dernier trou du dernier jour, tu auras une sortie de bunker compliquée. Et si tu n'es pas bon, donc voilà, c'est ça qui est important. Hein. Benoît, on va juste tourner un petit peu la caméra vers ta gauche de manière à ce que tu restes bien au centre. Alors, vers ma gauche. Attends. Voilà, super, magnifique. Voilà, d'accord. Magnifique. Alors, à quoi vois-tu que un joueur a quelque chose de plus? Un joueur va y arriver. À quoi tu le vois? Est-ce que tu peux te tromper ou est-ce que tu dis non, là, celui-là, il va y arriver? Non, franchement, il y a tellement de paramètres qu'il y a des joueurs avec qui j'aurais jamais imaginé faire des résultats à un certain niveau, d'autres l'inverse. Moi, je pense plutôt que c'est la qualité du travail du joueur, la qualité de l'investissement. Et puis, c'est le joueur qui fait la différence, c'est pas le coach. Nous, on est là pour essayer de déclencher des choses, d'accord, faire en sorte que le joueur ne prenne le moins de mauvaises décisions possible. Mais en finalité, c'est le joueur qui fait la différence. C'est pas parce qu'on va aller voir le meilleur coach qu'on va être le meilleur. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ce qui est important, c'est d'avancer ensemble, d'avancer et de trouver tout le temps des solutions. Et c'est dans le travail qu'on va les trouver. Bon, maintenant, il est vrai qu'il y a des joueurs qui ne sont pas forcément faits pour ça et qui. Mais ce qui est important, ils ne vont pas tous être numéro 1. Ils ne vont pas tous être dans le top 10 ou top 50 mondial. Ce serait trop facile. Mais ce qui est important, c'est que si un jour un joueur arrête, ils se disent voilà, j'ai exploité 90% de mon potentiel. Et je pense que c'est une école de la vie. Ça veut dire que si même tu te lances sur le PD Tour pendant des années ou le Challenge Tour et qu'à un moment donné tu dis stop, il faut que tu dis stop si tu as exploité au moins 95% de ton potentiel. Si maintenant tu t'arrêtes en ayant des regrets, ça c'est dommage. Et après, même si tu finis ton meilleur classement 2 millième mondial, ça a été une école de la vie. Tu t'es battu pour arriver à quelque chose. Donc je pense qu'après, dans n'importe quel job, dans n'importe quelle situation, tu auras, par le fait de t'être battu, appris à te battre pour autre chose. Bon, maintenant, si le fait de faire du golf, c'est une planque,
parce que je ne sais pas quoi faire. Et donc, je vais faire du golf. Et puis, c'est agréable. Le matin, j'y vais cool. J'arrive au golf à 10 heures et puis je tape le carton l'après-midi avec les copains. Mais ce n'est pas la peine dans ces cas-là. Ça, ce n'est pas une école de la vie, ça. Hein. Et voilà, je crois que c'est ça qui est important, en fait. Moi, ce Oui, que j'aime avec les joueurs, c'est quand j'ai des joueurs qui me tirent vers le haut. Mais si maintenant, c'est tout le temps moi qui les prends et pour les pousser vers le haut, bah, ça ne fonctionne pas, ça. Hein. Oui, je te crois souvent en Provence et chaque fois que je te vois arriver, ça ne traîne pas. Hein. C'est direct, on y va, quoi. À chaque fois, c'est... Oui, il n'y a même pas le temps pour un café, quoi. Non, mais moi, je ne bois pas de café. Donc non, puis moi, j'ai la chance d'avoir une zone de travail exceptionnelle à Saint-Donat. Et ça, c'est vraiment... je suis sur une zone sur herbe magnifique de 2000 m² de grande qualité. On tape des Pro V1. On a un petit green que pour nous. On peut wedger sur des cibles. Et ça, c'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur de travailler dans des conditions comme ça. Effectivement. Et beaucoup t'ont connu également, il y a pas mal d'années, à Saint-Andréol. Oui. Et un jour, tu m'as même donné un cours. Est-ce que tu t'en rappelles? Ah non, pas du tout. Non. Ouais, je ne t'ai pas marqué, je n'étais pas assez bon pour te marquer, c'est tout. Mais je ne sais pas quel âge tu avais à ce moment-là. C'était il y a 25 ans. À 25 ans, je ne sais pas l'âge que tu as. À 25 ans, moi j'avais quel âge? J'avais 40 ans. Je sais pas. Alors, je vais t'expliquer. Là, peu importe les âges et les années, mais c'est pour te donner l'anecdote, c'est que tu m'as déjà donné un cours. Ouais. Et tu m'as donné un très, très bon cours. Ouais. À l'époque, j'avais besoin d'un conseil technique. On m'a dit, il faut que tu ailles voir Benoît Saint-Andréol. Je suis venu te voir. Et tu m'as fait un diagnostic extrêmement rapide. Comme quoi, déjà à l'époque, tu avais la vista. Et tu me disais, Michel, toi, pour que tu joues bien, il faut quasiment que tu forces, parce que j'avais un club qui arrivait trop dans le dos. Et tu m'as fait taper en pente descendante avec un bois 3. Et je t'ai dit, je ne vais pas y arriver. Tu m'as dit, si, vas-y, tape. Même si, parce que tu avais une pente devant ton practice. Oui, j'avais une petite pente, je me rappelle. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc, effectivement, au bout d'un 4-5 swings, la balle avec le bois 3 en descente commençait à monter. Et c'était un cours technique absolument parfait avec le recul. Et ce style que tu avais, c'était finalement de mettre la personne dans une situation pour lui faire travailler un élément technique. Alors que on pourrait voir d'autres situations sur d'autres practices avec des choses un peu plus complexes. Et toi, c'était juste vas-y, cherche pas, vas-y, continue, tu vas voir. Et ça a été aussi une remarque de plein de gens. Et même encore une remarque à l'heure actuelle, quand je croise des pros ou quand je croise des gens qui s'entraînent avec toi, ils me disent souvent qu'est-ce qui bosse avec toi. Et c'est toujours, on dirait toujours, déjà, pas beaucoup de mots. Et deux, que tu fais en gros travailler la technique sans qu'on s'en aperçoive. Oui, mais moi j'ai été joueur en fait. J'ai été joueur à mon niveau, hein, parce que je commençais le golf très tard et tout ça. Et je me suis aperçu que je ne pouvais pas gagner si je pensais à ma technique. D'accord? Donc, par contre, tout ce qui se passe avant, ça a l'air idiot, mais moi, la première chose que je regarde chez un joueur, c'est quand il se met derrière la balle, qu'il visualise un coup, et qu'est-ce qu'il va faire entre le moment où il va bouger, qui va durer entre 9 et 12 secondes, et le moment où il va s'installer, il va démarrer son swing. Pour moi, ça, c'est primordial. Ça, c'est numéro 1, ça. D'accord? Parce qu'en fait, la façon de se présenter devant la balle, ça va être la façon d'installer son corps, la façon de présenter son club, donc la façon de mettre ses mains sur le club, etc. Et globalement, on a, je dirais facilement, 70% des golfeurs, hein, je ne parle pas que des bons, hein, je parle de tous les golfeurs, qui ont des mauvais grips. D'accord? Et mais moi, je ne change pas le grip. Je vais me débrouiller pour, dans l'installation, dans la façon de se présenter devant la balle, que le grip devienne bon, en fait. Et le joueur, il change son grip, mais il ne sait pas qu'il a changé son grip. Donc ça commence par là, en fait. Et après, tous ces basiques, tout ça, pour moi, c'est capital. Pour moi, c'est capital. Et après, en fait, c'est bien sûr que je vais voir dans un swing si le joueur, avant l'impact, il est 3 degrés trop à l'intérieur ou je ne sais quoi.
Hein, je vais bien le voir que son club, il ne revient pas au bon endroit. Je vais essayer de comprendre pourquoi le club, il est comme ça. D'accord? Donc, déjà avant, dans la préparation, dans les installations. Et après, tout simplement, on arrive à corriger un swing de golf uniquement en travaillant la trajectoire de balle. Donc, la balle, elle vous donne tout, la balle. Elle donne tous les éléments. Numéro 1, elle donne le contact et la hauteur. Ça, c'est le numéro 1. Okay, le numéro 2, la sortie de la balle. Est-ce qu'elle sort en ligne, à gauche, à droite? Numéro 3, qu'est-ce qu'elle fait en fin de trajectoire? Est-ce qu'elle tourne à gauche, à droite? Okay, et là-dedans, on rajoute un petit peu de mayonnaise, c'est le spin dans la balle. Donc, j'aime bien les trackman et tout ça, mais bon, les data et toutes ces choses-là, mais la balle, elle donne tout. Et donc, pour ça, il faut travailler avec une bonne balle dans des bonnes situations. C'est sûr que si tu travailles avec une balle, avec un bouchon sur un tapis, toutes ces données-là, je ne les ai pas, en fait. Hein, donc voilà, c'est pour ça que la zone, la qualité de la zone, c'est quelque chose de très important, de pouvoir avoir des points de sortie de balle. Moi, dans ma zone, à 50 mètres, j'ai des points de sortie, des poteaux, des rochers. Pour moi, c'est capital. Et donc, avec tout ça, je vais réussir à modifier un swing en modifiant contact et hauteur, sortie de balle, etc. Voilà. Et donc, je veux que le joueur il soit dans le jeu et pas qu'il n'y ait rien pendant, en fait. Il n'y ait rien pendant. Il faut que pendant le swing, il ne se passe rien, en fait. Il faut qu'un joueur, quand il a gagné, à la fin, il ne me dise pas oui, j'étais sur telle ou telle clé. Il va me dire oui, mais je maîtrisais bien le fade, je me sentais bien dans une balle haute en fade, etc., etc. Voilà, c'est tout ça qui. Et le swing, ben, on va le travailler, il va évoluer. Et des fois, je fais des vidéos. J'aime bien faire une vidéo quand j'ai un nouveau joueur. Je fais une vidéo avant, et puis après, je fais une vidéo après. Et il est sidéré de voir que son swing il a changé, alors qu'on n'a pas travaillé le swing en fait. Je crois que c'est ça qui est important. Au point de vue de la technologie, une fois j'étais au Golf National et puis j'ai un pro qui vient me voir et qui me parle de SamPuttLab. Alors il me dit il y a 26 paramètres, il me dit mais on l'a testé avec Benoît qui est passé. Il dit de toute manière Benoît n'en a pas eu besoin dans son diagnostic et on a fait le contrôle quand Benoît a commencé à nous expliquer ce qu'il voyait sur le joueur au putting. On a tout contrôlé dans le SamPuttLab sans que Benoît le voie. Et Benoît ne s'est pas trompé. À chaque fois, il avait l'œil. À chaque fois, il ne se trompait jamais. J'espère bien. Non, mais je veux dire qu'on ne se trompe pas sur toute l'année, certes. Mais de temps en temps, on peut faire une légère erreur. Et en fait, il me disait, non, à chaque fois, Benoît, le SamPuttLab confirme son diagnostic. Donc la question, elle est par rapport à la technologie. Visiblement, tout le monde n'en a pas autant besoin. Non, mais moi, je respecte complètement tout ça. Il n'y a aucun problème. Moi, de temps en temps, je suis content sur un trackman. Mais le trackman, avec les joueurs, pour moi, ils vont beaucoup plus s'en servir pour travailler leur profondeur, des choses comme ça. Ou bon, mais après, j'ai pas. Franchement, je veux garder mes yeux. Je pense que mes yeux, ça me paraît être plus important, en fait. Les yeux, le son, les choses comme ça, c'est plus important. Qu'après, il y ait des confirmations pour prouver aux joueurs que bah, c'est très bien. Je suis le premier, moi, de temps en temps, à faire une vidéo. Mais bon, je ne vais pas passer trop, j'allais dire perdre mon temps, passer trop de temps avec ça. C'est pas perdre son temps. Mais, et puis bon, la balle, c'est pareil, la balle, elle parle au putting. C'est la meilleure façon de gérer un problème de putting, c'est de laisser un joueur se promener sur un putting green, ou encore mieux, de le suivre sur le parcours, et puis sur tous ses putts, se mettre derrière, se mettre devant, voir qu'est-ce qui se passe. Ok, il est comme ça, il présente le club, le manche en arrière, donc il va monter comme ça. Donc, c'est pareil, c'est la présentation. Toute la façon de s'installer au putting, elle est capitale. Pour moi, c'est pas le putter et le corps après, c'est l'inverse. C'est le corps en premier par rapport à des parallèles, des lignes imaginaires, et le putter après. Et donc tout ça modifie l'installation du club et tout ça. Mais le plus important au golf, pour moi, c'est le respect de la construction du club. Donc un club, un wedge, il n'est pas fabriqué de la même façon qu'un fer 2.
on le présente différemment. Et donc, si on présente mal le club devant la balle, bah, le grip n'est pas bon, tout est mal installé, les pointes de pied sont, etc., etc. Donc, tout ça, ça commence par là. Mais au putting, moi, je préfère installer le corps en premier et le putter après. Puis après on devrait se retrouver avec un putter correct. Mais si on pose son putter, le manche en arrière, le grip après de la main gauche est trop faible, donc l'épaule droite elle est devant, enfin, etc., etc. Ça, c'est une chaîne et il faut toujours retrouver. Il y a des fois, je me mets des claques encore. Parce que je dis à un joueur, oui, mais tu montes trop extérieur, machin. Puis au bout d'une demi-heure, je dis, mais Benoît, mais repars aux bases, quoi. Pourquoi est-ce qu'il monte extérieur? Repars. Et tout le temps, je me bats pour essayer de comprendre pourquoi, à un moment donné, le joueur, il démarre là ou là. Et voilà, c'est ça qui est important. Alors, imagine un jour, on parle de Sample Lab, qui monte extérieur fermé, par exemple au putting, ou extérieur ouvert, qu'importe. Bah, le Sample Lab, il va dire ouais, bah, vous êtes monté, le club il est monté, il a changé de plan, etc., etc. Mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé dans son installation pour en arriver là, en fait? C'est ça qui est important. Parfait, parfait. Quand je dis rien comme ça, c'est que la réponse est tellement parfaite que... Je parle trop, non? Non, écoute. Non, l'avantage avec les personnes comme toi, c'est que je barre sur mes notes des questions que je suis censé te poser, auxquelles tu as déjà répondu. Donc, tu es un très bon orateur. Continue. Ah. Ne change rien du tout. Merci. Bon. Y a-t-il encore des cas de difficulté pour régler un joueur? Par exemple, en tournoi, un joueur se dérègle, en tout cas perd confiance. Est-ce que ça arrive que tu aies une difficulté à le remettre en route? Est-ce que ça peut t'arriver? Ah oui, non, mais ça, c'est évident. Hein, mais moi, ce que j'aime pas faire, c'est ne voir un joueur que en tournoi. Donc, de plus en plus, je vais aller de moins en moins en tournoi. Je vais passer de plus en plus de temps dans mon golf. Bah, d'abord par les circonstances actuelles. Et pourquoi? Parce que si c'est pour mettre des petits bouts de scotch 10 minutes avant le départ ou après la séance, ça veut dire que le travail de fond, il n'est pas fait. Donc, si j'arrive, moi, je préfère voir un joueur, par exemple, une semaine ou 15 jours avant un tournoi. Et si après, je suis en tournoi, je suis plus là pour observer, aller le suivre sur le parcours. J'aime bien suivre. Je ne sais pas ce que je regarde, mais je suis. Et à un moment donné, il y a des choses qui me font tilt, en fait. D'accord? Mais je ne suis pas en train de prendre des notes. Je regarde l'ambiance. Je regarde. Parce qu'un joueur va dire oui, mais je joue fantastique, mais si, mais ça. Mais puis il faut lui dire mais non, attends, là, je viens de te suivre 18 trous ou 9 trous. Et les parties de reco aussi, c'est important. Donc, oui, bien sûr que je peux être perdu avec un joueur. Mais en tout cas, il y a une chose sur laquelle je ne reviens plus jamais maintenant, c'est à chaque fois que j'ai fait l'impasse sur quelque chose, pendant un tournoi, ou la semaine avant, etc., je l'ai payé cash. C'est-à-dire que tu as un joueur, il vient de finir deuxième, cinquième, machin, il est en pleine bourre, et tu arrives, tu n'es pas fan, il y a un truc qui ne te va pas. Mais tu dis, bon, allez, c'est pas grave, je vais laisser, il est en pleine bourre en ce moment. Ben, tu peux être sûr que tu payes cash. Tu peux être sûr que ce que tu n'as pas fait, et je préfère, moi, un quart d'heure avant le départ, une demi-heure avant le départ, dire au joueur, attends, ça ne me plaît pas. Je ne te demande pas de le changer, mais sache que ça existe, d'accord? Et que tu pourrais éventuellement, si tu sens que tu fais tel type de balle, tu pourrais dans tes swings d'essai, au lieu de faire tel type de swing d'essai, parce que ça, c'est le conditionnement, le swing d'essai. C'est quelque chose dans lequel on peut mettre, entre guillemets, des pensées techniques. Et là, donc je le préviens, en fait. Et parce qu'à chaque fois que je ne l'ai pas fait, je l'ai payé cash. C'est marrant, hein, mais je m'en suis jamais sorti là-dessus. Hyper intéressant. Merci beaucoup pour ça. Hyper intéressant. Alors, tout à l'heure, tu parlais évidemment de la gestion de la préparation du joueur ou de la joueuse devant la balle, l'installation. Tu dis, je ne plaisante pas sur les basiques également. Bon. Mais il y a quelque chose sur lequel je suis sûr que tu ne plaisantes pas non plus, c'est sur la gestion émotionnelle. La gestion émotionnelle et la gestion, en tout cas, de l'approche
du coup de golf au niveau plutôt mental, plutôt psychologique. Donc, je dirais en 1 psychologique, en 2 émotionnel, parce que émotionnel, ça va être vraiment comment le joueur va vivre sur le parcours en fonction de ce qu'il fait, comment il va se sentir émotionnellement. Il y a une sorte de météo émotionnelle, en tout cas dans un joueur de golf. Je pense que tu ne me contrediras pas là-dessus. Mais sur la partie approche mentale du coup de golf, la décision d'un coup de golf. Alors, moi, ce que je dis tout le temps, hein, des fois, ça m'arrive le soir du 3e tour d'appeler un joueur parce qu'il est en tête ou en position de gagner. Et je lui dis, mais je m'en fiche de ton résultat demain. Ça m'est égal. Ça m'est égal que tu finisses 10e, tu passes à côté ou que tu gagnes. Ça m'est égal. Le plus important, c'est que d'abord, tu sois capable d'être dans une situation comme ça. C'est plutôt bon signe. Hein. Le plus important, c'est que tu finisses ta journée en te disant qu'importe si j'en tape 65 ou 75 de coups, c'est qu'à chaque fois, tu as pris une décision, à chaque fois, d'accord, et que tous les coups soient joués. Ça ne veut pas dire taper comme un bourrin, c'est pas ça. Hein. Prise de décision et jouer les coups. Si tu fais ça, je veux dire, après, tu ne peux pas te faire de reproches. Tu as un mec qui va être plus fort ce jour-là, il arrive de derrière, il fait 63, etc. Mais je crois que ça, c'est très, très, très important. On n'a pas le droit, qu'on ait peur ou pas peur, qu'on ait... tout le monde a peur, hein. Tous les joueurs, même le numéro 1 mondial, quand il est au départ du 1, il a peur. Il ne sait pas dans quelle aventure il part aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va devoir gérer en fait. Donc c'est ça qui est important, c'est de se dire, je ne vais pas faire un plan. Au 1, je vais faire ça, au 2, je vais faire ça, etc. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. On peut commencer par un triple bogey et gagner le tournoi. Mais ce qu'il faut, c'est les prises de décision, ça c'est capital, les prises de décision. Voilà. Et ça, après, prise de décision et jouer les coups. Parce que si tu demandes à un joueur à la fin de la journée, il y a combien de coups que tu n'as pas joué? Il y en a 4 que je n'ai pas joué. Mais c'est énorme, 4 pas joués. Ah oui, mais tu comprends, ce putt-là, je ne savais pas si c'était à droite ou à gauche, si c'était un petit bord ou pas, donc je ne l'ai pas vraiment tapé. Mais non, mais c'est quoi ça? Ça n'existe pas, ça. Tu es là, tu vas voir, bon, ok, est-ce qu'il est tout droit, est-ce qu'il a un petit bord droit tu prends une décision, bonne ou mauvaise, qu'importe. Mais ce qu'il faut après, c'est s'y tenir. C'est pour ça que ça me fait... Quand tu as un joueur à la fin de la partie dit oui, mais là au départ, j'aurais jamais dû prendre le bois 3, j'aurais dû prendre le drive pour carrier le bunker, etc., etc. Enfin bref. Et donc le bois 3, je ne l'ai pas joué. Mais non, c'est que la décision, elle n'est pas claire. Et puis tu n'as pas le droit de ne pas prendre une décision claire et tu n'as pas le droit de ne pas jouer le coup. Voilà. Moi, je me rappelle de joueurs, je ne vais pas donner de nom, 2-15 pour pitcher début de green de l'eau devant. Et puis il me prend le rescue et là, moi, je tourne la tête, je ferme les yeux, je dis, mais qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Puis le joueur, il a pitché 1 mètre derrière l'eau, il s'est mis 4 mètres derrière le drapeau. Et après la partie, je dis, mais t'es complètement fou. Il me dit, mais Benoît, mon rescue, il pitch à 2,18 et j'avais 2,15. Il est où le problème? Il me dit. Donc voilà, c'est ça, c'est prise de décision et d'avoir les guts, je dirais, de jouer le coup, en fait. Non? Ça, c'est la partie donc mentale, c'est parfait. Et la partie donc plutôt émotionnelle maintenant, c'est-à-dire vraiment, tu l'as évoqué hein, aussi également, la peur, c'est l'appréhension. Ça peut être pas forcément aussi l'appréhension du dernier trou, hein, du dernier tour, ça peut être aussi l'appréhension d'un tournoi. Est-ce que des joueurs, des fois, t'appellent pour dire je suis anxieux pour demain Ah ben bien sûr, ben, j'espère bien. J'espère bien qu'ils ont peur. J'espère bien qu'ils vont passer de mauvaises nuits, c'est normal. Tu joues ta vie. Ta vie, tu la rêves. Si tu rêves pas ta vie, tu vas nulle part. Donc si tu rêves ta vie, bah, à un moment donné, quand tu te retrouves dans la situation d'aller au bout de tes rêves, bien sûr que tu as peur, mais ça peut te transcender au contraire. Je pense qu'il faut positiver le truc et passer son temps à s'encourager et pas à se dire j'ai peur. Non, non, au contraire, c'est une peur positive, il faut y aller, quoi. Il faut y aller et puis adviendra ce qu'il adviendra. Mais bon, voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire
Oui, ah, donc, rends compte quand tu es là pour jouer la gagne et qu'il faut penser que ton début de descente, il faut que le coude y rentre là. Non, mais tu peux pas penser à ça. Absolument. C'est pas possible, c'est pas possible. Tu peux éventuellement dans le swing d'essai mettre 2-3 petites clés dans le swing d'essai, mais après, il faut y aller, quoi. Il faut être vide, il faut penser à rien quand tu tapes et avoir une bonne musique, c'est tout. Mais je pense pas que la peur soit. Si, c'est au putting. Voilà, tu es là au putting, et puis tu commences à faire que des putts mous qui arrivent juste baveux au bord du trou, tout ça. Et comment on fait? Bah, on prend une décision. On prend une décision. Est-ce que ce putt, je vais le taper doux? Est-ce que ce putt, je vais le taper fort? En fonction, c'est de la stratégie. Mhm. Et à partir du moment où tu as décidé intérieurement de ce que tu allais faire, bah, le reste passe en second, en fait. C'est les prises de décision qui sont importantes. Les joueurs de haut niveau, parce que tu fais quasiment que ça maintenant, non? Tu fais plus, tu fais encore des joueurs qui arrivent, qui ont 20 d'index, qui veulent un cours avec toi. Tu le fais Ah oui, encore au fond? moi j'adore, moi. D'accord, ok. Ouais, ouais. J'adore. Ouais. Mais c'est bien de le préciser. Je suis pas fermé du tout à ça. Il y a aucun problème. Tant qu'ils sont Voilà. motivés, tant qu'ils sont motivés et impliqués. Oui, Ouais, oui, oui, voilà. bien sûr. Non, mais c'est bien de le dire parce que si un jour, ceux qui ne te connaissaient pas souhaitent un cours, qui ne se disent pas, c'est que pour les pros, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est beaucoup les pros. Bien sûr, j'ai plein de jeunes, c'est évident, mais j'ai quelques élèves qui ont 7-8 d'handicap, avec qui je m'entends très bien. Voilà. Un joueur de haut niveau, c'est. Alors, il y en a tellement que je ne vais pas les citer, mais comme ça peut être Victor, ça a été pendant longtemps aussi Romain Langasque, bon, peu importe, il y en a tellement eu que. C'est comme c'est comme une Formule 1, c'est que des petites touches, les réglages, que des petites choses. C'est très sensible, c'est une machine sensible, un joueur de haut niveau. C'est tellement, avec chaque joueur, c'est variable en fait. Hein. C'est vraiment variable et il y a des joueurs qui ont besoin de technique, beaucoup de technique, des joueurs qui sont beaucoup plus feeling, etc., etc. Mais moi, je pense que plus c'est simple, plus ils ont des solutions simples, et mieux c'est en fait. Bon, après, moi, Je suis d'accord, Benoît, mais le simple, ça part déjà du fait que le coach en sait beaucoup. C'est pour ça qu'il peut synthétiser et simplifier. Parce que j'ai l'impression que tout le monde dit le mot il faut faire simple, mais qu'au final, personne ne fait simple. Et que rares sont ceux qui font vraiment simple. Parce que moi, j'entends tout le monde dire qu'il faut faire simple. Hein. c'est très difficile de faire simple. Voilà. Le problème, c'est les basiques. C'est que moi, je suis un obsessionnel de tout ce qui se passe dans les installations, la façon de marcher vers la balle, la façon de présenter le club. Mais ça me fatigue parce que j'ai les yeux rivés là-dessus, en fait. Donc, oui, mais c'est très compliqué. Je ne connais pas un pro de golf en France qui me dit pas qu'il fait du simple. Sauf qu'au final, ils ne font pas du simple. Ils disent il faut faire simple, mais au final, quand on regarde les cours, j'ai pas dit qu'ils n'étaient pas bons. J'ai dit, mais en fait, c'est pas simple. Celui qui fait simple, c'est-à-dire celui qui dit en peu de choses, qui fait des petites touches qui ont des grands effets, celui-là, on le croise plus rarement. On le croise généralement quand il devient expert. Pour moi, la simplicité, c'est pas du simplisme, c'est presque la perfection. Mais la simplicité est très compliquée, en fait. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Hein, ça prend des mois Voilà. pour qu'un joueur se présente bien devant la balle, qu'il mette un bon grip, etc., etc. Ça prend des mois. Donc, ça, c'est très compliqué. Et puis, ça s'en va, ça repart. Et puis, ça se détériore dans les conditions climatiques, etc., etc. Hein, tout ça, c'est long. On marque une pause. Alors, Benoît, maintenant, on va attaquer les questions des passionnés, voilà, qui étaient ravis que tu sois avec eux aujourd'hui. Super, sympa. Et la première, c'est celle de Thierry Taguer, qui est professionnel de golf, qui t'aime beaucoup et qui te demande, voilà. Oui, je le connais. Voilà, l'appréciation du degré de pente que l'on prend sur les greens, l'appréciation de la lecture des pentes, sachant que tu vas me dire, Michel, pour tout le monde, c'est différent
et je respecte mes joueurs professionnels, je respecte ce qu'ils veulent. Donc, d'abord, je les observe, mais admettons qu'un te dise, ben voilà, Benoît, je voudrais remettre les choses à plat. Comment est-ce que ce que je fais, c'est bien? Qu'est-ce que tu as à m'apporter sur la lecture des pentes sur le green? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, bon, il y a beaucoup de joueurs, il y en a de moins en moins, mais il y en a encore beaucoup qui piétinent, qui essaient de sentir les équilibres, tout ça. Moi, je respecte, il n'y a pas de problème. Personnellement, je ne le fais pas. Parce que je n'ai pas des bons pieds, c'est tout simplement. Alors après, les premières choses que je vais regarder sur un green, c'est regarder autour du green. D'accord? C'est-à-dire l'architecte, la personne qui a construit les greens, comment il les a construits? Parce que déjà, quand il pleut sur un green, il faut bien que les eaux elles s'évacuent. Où est-ce qu'il y a des bouches Alors, on est en rupture de... Est-ce que tu m'entends, Benoît? Alors, est-ce qu'on récupère du réseau? On va patienter un petit peu. Est-ce que tu m'entends, Benoît? La création des eaux. Ou alors il l'a. Ouais, Benoît, il y avait un réseau un peu capricieux de ton côté. Ouais. C'est bon? Ouais, je taillais, c'est bon, ça reprend. Attends, je suis cadré là, c'est bon? Alors, tu es cadré, il y a un peu trop d'espace au-dessus, mais c'est surtout la qualité du réseau qui, de temps en temps, tu sais, comme il y a beaucoup de monde sur le réseau. Voilà. Oui. Alors, on en était, on va essayer de reprendre, sinon on fera une pause un peu plus longue de manière à ce qu'ils reviennent. On en était donc, les architectes qui faisaient les greens pour évacuer les eaux, en premier, c'était ça? Déjà, en fait, quand tu arrives sur un terrain en pente, tu vois le green, tu crois qu'il est à plat, c'est pas évident. C'est pas évident de. On croit qu'il est à plat parce que tu vois le terrain comme ça, tu vois le green comme ça. Bon. Donc, par où les eaux s'évacuent, ça c'est la première des choses. Okay, c'est par où ça s'évacue, qu'est-ce qu'il y a autour, comment c'est construit autour. Et puis, celui qui a fait les mouvements sur les greens, en général, il fait un peu toujours les mêmes mouvements. Hein. Donc ça, c'est important. Après, dans la lecture, de quoi? D'accord, très bien, c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis. S'il fait à peu près toujours les mêmes mouvements, c'est intéressant. Ça veut dire, selon l'architecte, à chaque fois, il a un style lui aussi. Un peu. Et puis, donc, il y a un peu un style. Souvent, on a des greens un peu de face comme ça. Il y a un green dans l'autre sens. On n'y voit rien quand on joue. Donc tout ça ça joue en fait. Après, si tu veux, sur des putts, moi je dis toujours, le plus important, c'est 10% restant. Ça veut dire que si j'ai un putt de 4 mètres, le plus important, c'est les 40 cm restants. C'est très, très important. Ces 40 cm restants sur un putt de 4 mètres, personnellement, je vais mieux les voir derrière le trou. D'accord. Et je vais marcher, et puis quand j'hésite, je vais marcher par décodage. Je vais me mettre derrière le trou, je me dis, bon, est-ce que si là je joue bord droit, est-ce que la balle elle a une chance de revenir? Non, pas vraiment. Est-ce que si je joue bord gauche, est-ce qu'elle a une petite chance de revenir ou pas? Ah, peut-être que là, il y a une petite chance de revenir. Donc, je vais marcher par décodage, en fait. Je ne vais pas me dire, alors c'est où? Je regarde. Non, on peut très bien faire l'inverse et se dire, bon, si je joue d'un côté, est-ce que ça revient? Ah bah non. Est-ce que si je joue de l'autre côté, ça revient? Ah bah non, bah donc c'est tout droit. Okay, et après, effectivement, sur des plus longs putts, je vais regarder la globalité de travers, je vais regarder derrière la balle, mais je pense que tous les putts courts, la vision derrière le trou est importante en fait. Parce que, et puis ça dépend aussi de la vitesse de balle. Ça veut dire que si j'ai un putt en montée, le début, je vais la taper la balle. Le début va être moins impactant, on va dire. Hein. Maintenant, sur un putt en descente et que j'ai du break au début, la balle va quitter tout de suite la ligne. Donc, première des choses, c'est d'abord savoir quelle va être la bonne vitesse. Moi, je pense que souvent les joueurs se prennent beaucoup le chou sur la ligne, alors que la première des choses, c'est la vitesse de balle. Première des choses. Numéro 1, c'est la vitesse de balle. Et quand on a décidé de la vitesse de balle, parce qu'on est le patron de la vitesse de balle, okay, après, on peut lire un green.
voilà, il y a des putts qui sentent pas bon, qui sont dangereux, on n'a pas envie de les frapper, on est presque content de rester court du trou là devant. Donc voilà, c'est ça qui est important de décider. C'est beaucoup de stratégie. Et puis un green aussi peut s'apprécier quand on est déjà à 50 mètres de lui. Il ne faut pas forcément attendre le dernier moment pour l'apprécier. On peut déjà prendre des infos en arrivant à 50 mètres. Oui, et puis on voit la couleur du green, des choses comme ça, et ce qu'il y a autour du green en fait. Ce qu'il y a autour du green. La couleur, ça veut dire que plus c'est clair, plus ça va vite. Oui, plus c'est vert foncé, plus c'est tendre. Oui, voilà, puis il y a des zones, Et puis qu'est-ce qu'il y a derrière le trou? Est-ce que c'est dangereux derrière le trou? Est-ce que si je fais un bord et je fais le tour, je vais pas me retrouver à 1,50 m à gauche? Donc c'est beaucoup de stratégie tout ça en fait. Hein. Benoît, on va juste te recentrer bien parce qu'on te veut beau et tout le temps au milieu. Non, toi c'était bon. Voilà, tu te décales un peu sur ta gauche. Voilà. Il faut que je me décale moi comme ça. Voilà. Et oui, tu sais, moi je veux que mes invités soient au top. Alors tu es déjà au top dans tes compétences. Il faut aussi que l'image soit parfaite. Alors, c'est bien clair, c'est bien compris. Au niveau justement de cette stratégie quand tes joueurs font de la stratégie, est-ce que tu leur dis surtout repère bien les zones où il ne faut pas aller, ou tu t'occupes pas de ça, occupe-toi que des zones où il faut que tu ailles? Qu'est-ce que tu leur recommandes? Moi, ce que je recommande. Alors, pour en revenir au putting, parce que je peux donner un exercice qui est vachement sympa à faire. Absolument. Je vais en revenir aux histoires des pans. C'est de prendre 3 balles, et puis tu te mets sur un putt de 4 mètres, et tu dis, tiens, voyons un peu, je vais faire mon premier putt avec lequel je suis sûr de ne pas rentrer, qui va passer du bon côté du trou. Si c'est un bord droit, il faut que je passe à droite. Celui-là, on le trouve, c'est facile. Après, je vais prendre celui qui a une petite chance de toucher le bord droit du trou. Et ça, tu trouves le putt qui va rentrer, d'accord? Ça, c'est vachement important. C'est comme des fois, les joueurs, ils n'ont pas la vitesse sur les greens. Ils sont à 20 mètres, j'ai pas la vitesse. Mais je suis persuadé que si tu te dis, le putt qui reste court d'1 mètre, je l'ai, c'est celui-là que je vais pousser un peu, en fait. Donc, moi, j'aime bien fonctionner par décodage, en fait. C'est comme si j'ai pas de Bushnell ou pas de mesure, comment je vais fonctionner? Je vais me dire, bon, bah, ok, le fer neuf, il pitch où le fer neuf? Il me faut quoi? Ah, il pitch dans le bunker devant. Ok, donc, et comme ça, après, on décode, en fait, le truc. Excuse-moi, mais maintenant, on en revient à ce que tu... C'est toi le boss. C'est toi le boss. Moi, je suis là pour donner un chemin, mais on peut prendre des petits sentiers aussi. Alors, la question, c'était sur la stratégie. Quand tu vas à un tournoi avec un joueur et le joueur te parle du parcours, avant qu'il parte, est-ce que tu lui dis, voilà, repère bien vraiment les zones où il ne faut pas que tu ailles, ou alors, non, t'occupe pas de ça, regarde juste là où il faut que tu joues, ou alors tu fais les deux. Qu'est-ce que tu recommandes pour la reconnaissance d'un parcours? Il y a vraiment une chose, je peux affirmer à 100%, c'est qu'il ne faut pas se tromper dans le mauvais sens, en fait. Ça veut dire, par exemple, si j'ai un drapeau au fond du green, et derrière le green, c'est hyper dangereux, ça descend comme ça, il y a des broussailles et tout ça, et que j'hésite entre deux clubs, j'ai pas le droit de me planter derrière. Il vaut mieux, tant pis, se planter devant, avoir un putt de 15 mètres, et on a même une chance de le rentrer, d'en prendre deux, mais se planter dans le mauvais sens, ça veut dire qu'on joue safe tout le temps. C'est pas ça le problème. C'est que c'est difficile, on ne peut pas définir une stratégie avec les joueurs en partie de reco, si sur des grandes lignes, des grands principes, un dogleg gauche, un obstacle dos à droite, enfin, etc., etc. Mais après, ça dépend tellement des conditions climatiques et tellement de l'emplacement des drapeaux, en fait. Et certaines fois, quand c'est très compliqué comme ça, que les drapeaux sont très compliqués dans des coins, tout ça, bah des fois, la bonne stratégie, c'est de jouer les milieux de green toute la journée. Hein, et puis compter sur la capacité de rentrer un putt de 4 mètres. Donc voilà, tout ça, c'est un peu délicat. Comme il y a des joueurs qui vont avoir du mal sur des chips basiques, des chips roulés avec 15 mètres de green devant, et d'autres joueurs qui vont se régaler avec des chips lobés au bord des greens, ils auront raté le green du mauvais côté, drapeau collé à gauche, ils vont rater à gauche, et là, ils vont se régaler. Donc, c'est par rapport à ce qu'on sait faire, en fait, la stratégie. Je crois que c'est ça qui est important.
C'est être capable de savoir qu'est-ce qu'on a dans la boîte à outils, qu'est-ce qu'on est capable de faire, d'accord? Et à ce moment-là, on peut définir une stratégie. Mais elle ne peut pas être la même pour tout le monde. Absolument, on est bien d'accord. Ok, le rôle des mains dans le swing de golf. Est-ce que on tient ses mains ou est-ce que on les laisse travailler, mais évidemment sans vriller ses mains, mais en laissant le poignet droit s'allonger, enfin se déplier plutôt, sans vriller ses mains. Sans supination, je veux dire. Sans supination, oui. Pronation. Donc Eric Fabre te pose cette question parce qu'effectivement c'est une question qui fait souvent débat, on parle souvent de ça. C'est souvent mal expliqué ou mal analysé à cause souvent aussi des photos. Des photos. Et on voit évidemment, enfin moi aussi j'entraîne quand même quelques bons joueurs et à chaque fois ils me disent il faut que je tienne. Et dès que je mets une caméra, ils tiennent rien du tout. Moi j'ai jamais vu un joueur hein, dans lequel, bon, il y en a qui ont plus ou moins des supinations. Ouais. Il y en a qui ont beaucoup de supinations, mais il y en a qui en ont moins. Mais tu peux pas. Je vois pas comment le poids du club, la vitesse du club peut tenir complètement. D'accord ? Alors, c'est toujours, ça dépend tellement de ton physique en fait. C'est sûr que si tu es très athlétique, etc., on va aller vers quelque chose de très engagé avec le corps. Et c'est le corps qui va contrôler la phase de club jusqu'au moment de l'impact. Après, la release, quoi qu'il arrive, elle se fera. Elle se fera plus ou moins selon les joueurs. Mais c'est vrai qu'avant, on jouait beaucoup en draw. Pourquoi ? Parce que on tapait des balles pas de même qualité, des persimons. Il n'y avait pas d'arrosage automatique, on faisait rouler la balle en fait. Donc on tapait pas mal en draw. Okay ? Et puis maintenant, les parcours modernes, on s'aperçoit que les parcours modernes, on tape beaucoup en fade. Et il ne faut pas confondre le fade, je vais dire le fade qui peut être éventuellement une légère gauche-droite, une balle qui peut sortir 1 mètre à gauche et prendre un peu de fade, ou sortir tout droit, et une balle en push. Ça n'a rien à voir. En fait. Donc ça, c'est vachement important. Mais c'est sûr que des joueurs de fade vont beaucoup plus être des joueurs de corps que des joueurs de main. Un joueur de draw, il va y avoir plus de mains. C'est un plan de swing un peu de l'intérieur, on laisse réaliser les mains, etc. Donc, c'est surtout l'important, c'est pas est-ce qu'il faut faire ou pas faire, c'est qu'est-ce qu'on veut comme trajectoire. Et un bon joueur de golf, il va être capable de faire toutes les trajectoires, même si après, il va rester sur une trajectoire, en fait. D'accord ? Moi, j'ai assisté assez récemment en Suisse, à Open Suisse, à une séance, un peu par hasard, une séance complète de McIlroy. J'étais assis sur ma canne siège, j'attendais un joueur, puis pop, il s'est mis devant moi, ben, je n'ai pas bougé, moi. Hein. Il a mis le trackman, enfin, le cadet a mis le trackman, lui, il n'a pas regardé une data, c'est le cadet qui prenait les infos pour lui, pour ses profondeurs, parce qu'on est en altitude, et il m'a fait du wedge au drive, que des balles en push draw. Et j'ai dit, mais j'avais pas le souvenir que c'était comme ça. Non, il a trouvé son système comme ça en push draw. Mais à un moment donné, il en a tiré 2 ou 3 en fade. Mais pas des push fade, hein, des vrais fade. Hein. Donc, il sait le faire. Il sait le faire. À ce moment-là, bien sûr que les mains ont beaucoup plus tenu. Bien sûr que le corps s'est engagé différemment. Mais la trajectoire qui contrôle le mieux sous pression, dans laquelle il sent mieux, bah, c'est un peu cette balle qui sort léger. Quand je dis push draw, c'est négatif. Balle qui sort légèrement à droite et qui tourne à gauche. Bon, voilà. Donc, c'est évident que ce n'est pas les mêmes pressions dans les mains. Le draw, il y a moins de pression dans la main droite. Le fade, il y a plus de pression dans la main droite. Donc, tout ça, c'est très... Mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même moule, en fait. Je crois que c'est ça qui est important de dire. Ça qui est très, très important. Il y a des joueurs qui ne contrôlent pas le draw, qui aiment le draw et qui ne le contrôlent pas. Bon. Et après, les balles droites, ça existe aussi. Mais moi, je pars plus du principe au niveau de ça, parce que moi, je parle plus de la balle et moins de est-ce que je dois faire ça ou ça avec mes mains, parce que ça, dans la zone d'impact, je ne peux pas le contrôler. Je pars du principe que si, à un moment donné, on fait par exemple de la gauche-gauche, d'accord, qui est la plus dangereuse, la balle la plus dangereuse, il ne faut pas essayer de faire une balle droite. Au practice, je parle. Hein. Il faut essayer de faire l'opposé d'une gauche-gauche et une gauche-droite, en général, à 90% des fois. Okay,
À partir du moment où on fait l'opposé, on essaye de faire l'opposé, on retrouve le centre, en fait. D'accord? Si tu as un joueur qui fait trop de fade, il faut essayer de faire du draw pour revenir au centre. Et après, on équilibre ça, en fait. Et là, à ce moment-là, à savoir si j'ai fait comme ci, comme ça avec mes mains, franchement, On s'en c'est fout, trop. quoi, presque. Ouais. C'est pas qu'on s'en fout. Oui, c'est important. Mais ça ne doit pas partir de là. C'est ça que je veux dire. Alors, moi, il y a un exercice que j'aime beaucoup avec les joueurs, c'est de faire taper des balles en baseball grip. Un baseball grip séparé d'un doigt ou deux doigts. D'accord? Ouais. Pourquoi? Parce que ça, si on travaille, on se bat contre ça, tu mets le baseball grip, au début, tu vas faire des énormes grattes gauche-gauche, et puis au bout d'un moment, le corps, il va s'engager différemment, jusqu'à ce que tu arrives à tirer un petit fade en baseball grip. Tu fais 5 balles comme ça. La 6e, tu remets le grip normal, tu peux être sûr que tu fais un gros top. Tu peux être sûr, à 90%, tu fais un top. Pourquoi? Parce que cette release, elle se sera calmée, en fait. La première, tu vas faire un top. La deuxième, un peu moins, etc. Donc, ça, c'est un super exercice pour travailler, justement, de ne pas trop se faire prendre ici et de travailler sur le fade. C'est bien clair. Ce qu'il faut retenir avec toi, c'est que, en fait, tu pars de la trajectoire, globalement, la plupart du temps. Une fois qu'on est en place, une fois que l'installation est faite, tu pars vraiment de la trajectoire. Qu'est-ce qu'on veut comme trajectoire? Et à partir de là, les choses s'ajustent. C'est très clair. Alors, Cédric Nicolas, tu as posé une question, mais comme tu y as répondu, je te transmets juste son bonjour. D'accord, c'est gentil. Voilà, c'était sur le peu de mots dans ton enseignement. Alors, Hervé Godard, qui est pro également, te dit, alors là, tu sais, quand les questions de nos participants arrivent, ça peut être du coq à l'âne, hein, comme on dit. Hein. Mais on respecte les questions de notre audience. Alors, Hervé Godard te demande, quel est le point commun de tous les champions? De tous les champions. Point commun, c'est qu'ils sont tous différents, ça c'est sûr. Ils ont tous une approche différente du truc. Après, bon, moi c'est ce que je dis toujours, hein, si on prend le top 100 mondial, globalement, sur tous les basiques, allez, ils sont à 90% parfaits. Donc moi, quand je vois un joueur qui a des basiques bizarres, je lui dis, est-ce qu'on prend le risque en fait? Est-ce qu'on prend le risque? Bon, voilà, donc ça c'est sûr. Globalement, ils ont tous des bonnes installations, etc., etc. Et puis, je pense qu'ils travaillent. Il n'y a pas de secret. Les mecs, ils travaillent, ou ils ont beaucoup travaillé, et ils travaillent surtout intelligemment. C'est pas le tout de se dire, ouais, je vais taper 1000 balles par jour, etc., etc. Si tu les tapes mal, ça sert à rien. On se donne bonne conscience. Oui, je travaille 8 heures par jour, 12 heures, 10 heures par jour. On se donne bonne conscience. Ce qui est important, c'est de savoir dans quel système on est. Et je pense que les grands champions, ils ont 2-3 clés et ils reviennent toujours sur les mêmes choses. Toujours sur les mêmes choses. Et de temps en temps, ils veulent faire des révolutions techniques, ils veulent changer, mais leur swing, on le reconnaîtra toujours à 100 mètres. Mais leur swing originel, il revient au galop, en fait. Et puis après, tu as quelques grands champions qui sont fatigués, qui ont besoin de faire des changements complets, révolutionnaires et tout ça. Bon. Après, à savoir si ça fonctionne ou pas. Hein. Parce que ça les remotive à travailler, ça les remotive à repartir au charbon, à repartir, etc., etc. C'est ça qui est difficile, c'est de garder cette envie de. Alors, ça me fait penser à une observation que je fais depuis beaucoup d'années sur quand un joueur commence à justement pas se dérégler, être en vrac, mais commence à ne plus réaliser vraiment ce qu'il veut. Et j'appelle ça les portes de sortie. C'est-à-dire qu'en fait, quand il rate, il faut toujours revenir c'est souvent la même erreur qui revient. Et on entend d'ailleurs souvent les joueurs dire, ah, je sais que quand ça ne va pas, il faut que je vérifie ça, il faut que je vérifie ça. C'est parce que je commence à faire ci, je commence à faire ça. Et les années passent, et c'est souvent les mêmes choses qui reviennent lorsque le déréglage est là, lorsque l'émotion forte est là, lorsque la fatigue est là. Est-ce que tu as fait, est-ce que c'est un point de vue une connaissance que tu as, un point de vue que tu partages ou pas du tout? Si, de toute façon, chaque joueur, il a 2-3 choses sur lesquelles il faut se battre, en fait. Hein. C'est sûr, ils ont tous leur.
Mais on peut aussi se dire, bon, bah voilà, on prend un McDowell, par exemple. Des dizaines de fois, je l'ai vu, et puis il a fait toute sa Ryder Cup avec Victor et tout ça. Dès qu'il y avait le vent de droite, par exemple, il touchait 20 centimètres avant la balle au drive. La balle, le club, il glissait sur le sol. Et il a géré son truc et il gagne des tournois encore et encore maintenant. Et il a ses faiblesses. Et bien sûr qu'au practice, avec ses coachs, il essaye de. Mais pourquoi? Pour réduire, en fait. Il essaye de réduire pour pas que ces deux, trois petites choses qui sont personnelles à lui aillent trop loin, en fait. Je pense qu'il ne faut pas vouloir. On ne va pas tous faire le même swing. Hein. Il faut aussi avoir, entre guillemets, ces petites faiblesses. Et c'est un point fort parce qu'on va lutter contre cette faiblesse. Donc on sait qu'on doit se battre un petit peu contre ça. Donc on est vigilant, en fait. Voilà. Ce n'est pas forcément les plus beaux swings, comme dans les livres, qui sont les meilleurs joueurs. Hein. Jordan Spieth, c'est quand même spécial. Dustin Johnson, c'est quand même spécial. Hein, ça change de grippe. Il y en a un qui a la phase de club comme ça là-haut, etc., etc. Seulement, ils répètent les choses. Ils sont capables de répéter les choses. Je crois que c'est ça qui est important. Et ils sont capables de créer toutes les trajectoires. Ça, c'est important aussi. Est-ce qu'on peut gagner un tournoi en n'ayant pas super bien tapé la balle? Bien sûr, bien sûr. Okay. Bien sûr. Si on est là, que après, ça dépend quel niveau de tournoi aussi. Hein. Mais oui. En fait, il faut pas se dire que c'est le plus important. Les joueurs, ils sortent du parcours, ils disent ouais, j'ai pris 18 greens en régule, j'ai fait plus un. Bah ouais, mais bon, les birdies, tu vas pas mettre des coups donnés toute la journée. Et puis, si demain je te fais faire 18 putts de 7 mètres au putting green, est-ce que tu es sûr que tu vas en rater, tu vas en rentrer 2 ou 3? C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Donc, il y a le chip putt, le par 5 où on se place bien pour avoir un coup de wedge facile parce que le drapeau est collé à gauche. Le petit par 4 qu'on va attaquer, on va prendre entre guillemets un risque. Et c'est pas forcément le jour où on prend 18 greens qu'on fait le meilleur score. Pas Absolument. forcément. Ouais. On va mettre quelques coups donnés, c'est sûr. Si quelqu'un fait moins 8 ou moins 9, il va sûrement mettre 3-4 coups donnés. Mais il va aussi rentrer des putts. Hein. Quand on gagne sur un tournoi du PGA Tour pour la première fois, on sait déjà gagner, mais on n'a jamais gagné à ce niveau-là. On a gagné dans des divisions inférieures, donc on a déjà gagné. Mais au-dessus, pas encore, mais il y a bien une première fois. Et souvent, quand j'ai observé des joueurs gagner pour la première fois, à l'interview à la fin, dire j'étais vraiment, vraiment très nerveux. J'étais vraiment. Faut-il toujours avoir vécu une expérience pour la. J'étais vraiment. J'étais nerveux. Vraiment quoi? Très nerveux pour finir. Ouais, très nerveux. Bien sûr, oui. Ouais. Et c'est une observation que j'ai faite, mais dans ces tournois-là où ces fameuses premières personnes, enfin, première victoire arrive, j'ai souvent eu l'impression que la victoire était vraiment liée au mental. Ils sont arrivés à tenir alors que la charge mentale était forte sur la fin. Tandis que quand je vois des gens qui ont déjà gagné 10 fois, voire plus, comme des stars du circuit du PGA Tour, par exemple, je vais prendre par exemple Phil Mickelson. J'ai l'impression que lui, c'est le putting qui va faire la différence et pas du tout le fait de tenir mentalement parce qu'ils adorent ça. Ils adorent ça, jouer au golf. Ils pourraient y aller tous les jours. Ils veulent faire un birdie sur chaque trou. Ils sont au top sur le parcours. Ils sont très heureux. Et dans les phases finales, on sent que ça ne tremble pas. Ils y vont. Ils ont beaucoup d'intensité, beaucoup d'application. Et que s'ils gagnent, eux, c'est plus une affaire de putting. Donc, pour moi, on peut gagner oui, de deux mais manières. bon, de toute façon, on gagne pas sans rentrer des potes. Hein. C'est pas, on est obligé d'avoir une bonne journée de putting. Mais ce qui est important, c'est que c'est très rare que ça se passe parfait du premier trou au dernier trou. Et la faculté des très grands, c'est de laisser passer l'orage, laisser passer les 3-4 trous où on tape moyen la balle, où on arrive à toucher un bout de green, on va sauver un 2 putt ou un chip putt, mais sans remettre tout en cause. Et de laisser passer. Et à un moment donné, c'est long, 18 trous. Il y a une espèce de passage où on commence à
à refaire 2-3 bons coups de golf, à se mettre dedans. Et là, ils en profitent. Les très bons, ils en profitent, en fait. Ils en profitent à ce moment-là. Okay, mais surtout, ils sont capables de laisser passer les mauvais moments, en fait. Je crois que c'est ça qui est très important. Et moi, encore très récemment, j'ai des joueurs qui ont fait d'excellents résultats. Et puis sur Internet, je les suis, et puis je les vois partir boguer. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette journée? Et puis, ça se calme derrière, et puis ça revient. Et puis à un moment donné, on n'est jamais à l'abri de finir par birdie. C'est ça qu'il faut avaler, en fait. Je pense que les très bons, ils ont cette philosophie-là, en fait. Ça ne peut pas être tout rose. C'est très rare. Il y a quelques parties dans une année où tout se passe à merveille du premier coup au dernier coup. Et ça, c'est facile à la limite de faire 65 ou moins 8 ou moins 9 ce jour-là. C'est facile. Ce qui est difficile, c'est de faire moins 4, moins 5 le jour où on se sent moyen, en fait. Et c'est là où les grands champions sont très forts, en fait. C'est comme si on glisse sur une plaque de verglas. Après, on reprend l'adhérence. Là, on essaye de placer ses pions, de faire avec ce qu'on a, et puis après, voilà. D'accord. Alors, donc, sur cette victoire de la première fois, ça t'a pas vraiment interpellé ce que je t'ai dit? Si, mais... Non, mais c'est possible. Hein. Je dirais qu'à la limite, la première fois est peut-être plus facile que la deuxième fois. Ah, d'accord. Très bien. Je pense. Non, je pense que la première fois, c'est... quand on n'a jamais gagné comme ça un gros tournoi, on est content aussi quand on finit troisième. Bon, par contre, quand on en a gagné quelques-uns et qu'on est tout le temps... La difficulté de ce jeu, c'est que un joueur professionnel, chaque jour, il remet sa tête sur le bio, en fait. Chaque jour, il est jugé, soit par les autres, soit par lui-même. C'est jamais acquis, en fait. Ce n'est jamais acquis. Donc la grosse difficulté, c'est de tout le temps se dire, chaque fois que je mets les pieds sur un parcours, à chaque fois, je suis entre guillemets jugé par ma famille, par mes amis, par tout le monde. Et puis ce qu'il faut, dans ces cas-là, c'est de se dire qu'on joue au golf d'abord pour soi, pour son plaisir personnel. C'est une jouissance intérieure, en fait. Et on peut très bien avoir énormément de plaisir intérieur en ayant des mauvaises années, parce qu'on arrive à tirer des journées alors qu'on n'y est pas. Je pense qu'il n'y a rien de plus exceptionnel que de tirer un score dans le par et en rentrant de se dire j'ai touché que 6 greens aujourd'hui. Moi, je trouve ça jouissif, en fait. Donc le bonheur, il se place un peu partout, en fait. Hein. Et en sachant qu'une carrière, elle est extrêmement longue, un joueur va jouer 25 ans, à raison de 25 tournois par an. Donc ça fait combien de tournois, ça? Ça fait plus de 500 tournois. En moyenne, 3 tours par tournoi, il y a des cuts ratés et tout ça. Il va jouer 1500 tours dans sa vie, 1500 fois, 1500 journées, il va remettre sa tête sur le bio. Donc, dans ces 1500 journées, il est normal qu'il y ait des très mauvaises journées, des journées moyennes, des journées correctes, des journées bonnes et des journées très bonnes. Et ce qu'il faut, c'est essayer de rééquilibrer tout ça le plus possible et que la moyenne soit la plus élevée possible. Mais on ne peut pas passer à côté des mauvaises journées. Ce n'est pas possible. Est-ce que l'on est champion ou on le devient? Thierry qui pose la question. Oh, je pense qu'on le devient. On ne peut pas dire, tiens, celui-là, ça sera un champion. Non, né, ça veut dire, finalement, les paramètres sont prédéterminés à l'avance. Et après, le coaching révèle la personne. Ou est-ce que c'est non? Alors, pour le coup, il n'y avait vraiment rien. Et c'est le... Il y a sûrement des traits de caractère communs, mais je pense que c'est la volonté, je pense que c'est le travail, je pense que c'est la capacité. Moi, je pense que c'est un point vachement important, la capacité à prendre les bonnes décisions. Je crois que ça, c'est vachement important. Prendre les bonnes décisions dans la façon de travailler. Prendre les bonnes décisions dans son encadrement. Je crois que tout ça, c'est là où on fait le champion. Tiger Woods, j'ai vu récemment des images de Tiger Woods quand il avait 5 ans, etc. Oui, d'accord. Il a été formaté. Il y a quelqu'un qui était derrière lui, sans arrêt, mais il n'a pas écouté n'importe quoi, à mon avis. Hein. Ils ont pris les bonnes choses, les mauvaises choses, on les a laissées, etc. Je crois que
C'est cette faculté-là. Après qu'on aide le joueur à prendre ses bonnes décisions. Mais le problème, c'est que sur une carrière de 25 ans ou 30 ans, il y aura toujours des années difficiles où on se perd dans la technique, on se perd dans des choses qui servent à rien, etc. etc. C'est parfaitement clair. J'ai réuni tous les Thierry. Il y en a encore un, c'est Thierry Maton. Il est de la Bretèche. Il est Master Pro. Voilà. Et il te dit, voilà, sur combien de tournois es-tu présent chaque année? Et comment tu fais si quand tu arrives sur un tournoi, tu entraînes plusieurs joueurs pour gérer? Alors, le dernier tournoi que j'ai fait au Qatar, j'avais 6 joueurs. C'est franchement très compliqué. Très compliqué parce que, alors, si tu es que au practice, c'est facile. Mais souvent, en plus de ça, ils ont eu des tirages avec des horaires aux mêmes heures, en fait. Donc, bon, c'était pas un tournoi très intéressant à cause de ça. Donc, moi, venir 3 minutes, aller voir un autre 3 minutes, repartir, ça ne m'intéresse pas. Donc, après, c'est pour ça que je préfère venir en tournoi. Là, il y a un avion qui décolle, là. Je préfère venir en tournoi en ayant fait du boulot avant. Et après, j'aime bien suivre parce que j'ai besoin de voir ce qui se passe. Alors, c'est compliqué. Il y a des coachs, ils ont 5, 10 joueurs dans un tournoi. Puis ils passent comme ça, pouf, pouf, avec le café à la main. Moi, je ne sais pas faire ça. Je ne trouve pas ça très constructif s'il n'y a pas eu du travail fait en amont. D'accord? Maintenant, pour un joueur qui est prêt, qui sait ce qu'il a à faire, etc., oui, pourquoi pas. Juste un petit check, une petite parole, un petit truc par rapport à la trajectoire, le grip. Ok, très bien. Mais il faut que le joueur, il faut que ça soit un joueur qui soit déjà à un certain niveau, en fait, à un niveau très élevé. Après, le nombre de tournois que je fais dans l'année, j'ai eu fait, quand j'étais à la fédération, entre 25 et 30 tournois par an. Entre l'Alps Tour, le Ladies, aller aux États-Unis pour des filles, pour des garçons, etc. Et à un moment donné, on ne sait plus où on en est. Et maintenant, je suis parti sur une façon de travailler qui est entre 7 et 10 tournois. Et je pense qu'à partir de maintenant, là, dès qu'on a fini le confinement, il n'y en aura plus de 7 ou 10 tournois. Parce que je ne vais pas remonter dans les avions. D'accord? Donc, les joueurs maintenant, le circuit, on va se retrouver avec des dotations beaucoup moins élevées. Donc, les joueurs, qu'est-ce qui va se passer? Ils n'ont peut-être plus les moyens de faire venir le coach, le préparateur physique, etc. Je n'en sais rien, mais en tout cas, pour la fin de l'année 2020, ça va être très compliqué. Donc, je pense qu'au fil des années, je vais privilégier de plus en plus le travail à la maison et de moins en moins de tournois, en fait. Voilà ce qui va se passer. Après, les joueurs peuvent t'envoyer, je suppose que c'est le cas, ça doit pleuvoir sur ton téléphone, les swings des joueurs pendant les tournois. Tu peux aussi leur filer si le travail en amont a bien été fait, comme tu dis. Après, oui, voilà. Toujours pareil. Oui, il m'envoie beaucoup de vidéos. Mais bon, après, moi, je prends le temps de les basculer sur mon ordinateur, les regarder. Mais il y a des choses que je ne peux pas voir sur la caméra, sur une vidéo comme ça. Des choses que je ne peux pas voir. Est-ce qu'il est trop près, trop loin de la balle? Je vais vraiment. C'est le travail en amont. C'est le travail en amont qui paye. Je peux voir une quantité de vidéos d'un joueur, ça ne marche pas. Moi, je me rappelle, il y a un joueur, il y a 2-3 ans de ça, il m'avait envoyé, je ne sais plus combien, plus de 300 vidéos dans l'année. Mais je n'ai pas fait du bon boulot, c'est impossible. Impossible parce que tu te perds à un moment donné. Tu te perds. Et voilà, donc je ne suis pas fan maintenant qu'un joueur me dise, bon, je suis en tournoi, là, si jamais tu vois un truc qui te frappe, dis-moi. Mais je veux qu'il m'envoie tout le temps une photo de la position, la photo du grip en premier, et qu'il me dise quel type de trajectoire il est en train de créer, en fait. Voilà. Oui, parce que toi, tu l'as mémorisé à l'entraînement. Tu l'as photographié visuellement. Donc, tu vas te rappeler, tu vas voir la modification s'il a bougé. Ouais. Donc, j'ai besoin de savoir, d'avoir une photo. Je préfère des photos, en fait, à la limite, dans ces cas-là. Ouais, je suis un peu d'accord. Ouais. Une vidéo. Je préfère une photo. Photo de la posture, face, profil. D'ailleurs, j'aimerais bien, de temps en temps, aussi, pour des joueurs amateurs, dire, bon, voilà, allez, vous m'envoyez deux vidéos profil, 2 vidéos de face, une photo du grip, une photo de la posture, et puis de faire une petite analyse qui va durer une demi-heure. C'est sympa, je trouve. Pourquoi pas? Peut-être un jour, je le ferai. Hein. À mon avis, tu risques d'avoir du succès, donc fais attention.
Tu vas plus avoir de temps pour toi. Oui, bah oui. Puis surtout que j'ai besoin de moins travailler maintenant. Hein. Et comme tu es très fort dans la technologie, je sais que tu vas faire un site web en quelques heures, ça va être vite plié. Bah, j'ai un site déjà, mais bon, j'y vais jamais, je sais même pas si. Mais je pense je vais faire autre chose bientôt. Voilà. C'est bien. Alors, Je le ferai pas tout seul. il reste plus beaucoup de questions. 2, 3. Il y a Eric Chris Weigel. Donc, tu sais, sur Internet, les noms, Oui. c'est toujours remarquable. Alors, s'il faut, c'est son vrai nom. Il faut que je fasse attention, remarque. Hein. Mais bon, Weigel, on est habitué à avoir des noms de guerre sur Internet. Te dis, voilà, dans l'entraînement, les joueurs ont des points forts et quelques points faibles. Est-ce que tu fais partie des gens, comme on a pu l'entendre, John Jacob qui dit, perdez pas du temps avec vos points faibles, restez que sur les points forts. Ou est-ce que tu dis, bah, ça dépend des moments, mais de toute manière, il faut travailler les deux. C'est-à-dire que les points forts, le point fort pour moi, c'est de ne pas avoir de points faibles. Je crois que c'est ça qui est important. Alors maintenant, il y a des joueurs qui tapent fort, des joueurs qui tapent moins fort. Mais on a toutes sortes de joueurs qui gagnent. Okay. Alors, le point faible, on ne travaille pas. Ça veut dire quoi? Si j'ai un point faible au putting, je ne le travaille pas. Bah non, à un moment donné, il va bien falloir le résoudre, le problème. Hein, ou si tu n'es pas bon dans les bunkers. Après, quand on se dit, je ne fais pas une obsession, et je sais que dans telle situation, je crois que c'est une question de niveau d'exigence. Si tu sais que là, tu es un peu plus faible, je dis n'importe quoi, hein, sur un coup de bois 3 sur le fairway et que tu n'es pas très bon là-dessus, bah, tu peux taper un coup de fer 2. Donc, c'est le niveau d'exigence. Si maintenant tu as un point plus faible que les autres, mais que tu as un niveau d'exigence très élevé pendant la compétition, ça ne marche pas. Bah, si à un moment donné, bah, tu n'es pas bon dans les bunkers et puis que tu as par au 18 pour gagner, pour aller en playoff, bah débrouille-toi pour ne pas te mettre dans le bunker. Donc, évidemment, et puisqu'après tu es dans le bunker, accepte d'être à 5 mètres, et par contre, tu peux rentrer un peu de 5 mètres. C'est clair. Nicolas Taille, qui est un super pro. Oh, il y avait longtemps. Ah, dès qu'on a mis ton nom, il a dit « Ah, super idée ». Alors, Nicolas Taille, il était dans l'équipe quand j'étais entraîneur de ligue. Et ça s'appelait comment cette compétition tous les ans? L'Interligue. Ouais. Il était dans l'équipe. Alors, et il te demande, voilà, les qualités à développer chez un junior de moins de 12 ans. Et est-ce qu'il y a une différence, fille ou garçon? Moins de 12 ans? Ouais, dans les autres, ouais, un peu moins de 12 ans, ouais. Bah, je dirais que moi, jusqu'à un certain âge, on va surtout développer le plaisir du jeu, le plaisir des concours, toutes ces choses-là. Je dirais même qu'à la limite, à cet âge-là, moi, les grippes et tout ça, moi, à partir d'un certain âge, 14-15 ans, on va commencer à mettre les basiques en place. Ouais. Mais pas trop tôt, quoi. Il faut aussi, surtout, donner l'envie, donner l'amour du jeu. Et je crois que ça, c'est le plus important. Première chose. Voilà. Ouais. S'il y avait si je te donnais une baguette magique, bien qu'il paraît qu'on t'appelle le druide, donc c'est pas la peine que je te la donne, tu l'as déjà. Mais si je devais t'en donner une pour que demain tu puisses faire une partie de golf de tes rêves, sur le parcours de tes rêves, avec qui jouerais-tu et sur quel parcours? Ah là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que la première personne qui me vient à l'esprit, c'est Jean Garayal. J'adore Jean Garayal. Pour moi, c'est toujours quelqu'un d'exceptionnel. Et bon, c'est un Français, hein. Après, il y a plein de joueurs que j'adore, mais je trouve que c'est quelqu'un qui j'ai envie de rendre hommage, parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc, demain, j'aimerais bien prendre mon sac et aller faire une partie de golf avec lui et qu'on se rappelle des bons souvenirs. Voilà. Tu irais sur quel parcours? J'irai à Saint-Donat. J'étais sûr que tu allais dire ça. J'étais sûr. Ah non, j'irai à Loch Lomond. Voilà. D'accord. Okay. Pour moi, c'est le summum, Loch Lomond. Hein? Benoît, l'interview était à la hauteur de ta réputation. Bon, ben, quand tu veux, hein, il n'y a pas de problème. C'est adorable. C'est un plaisir et puis les questions sont bonnes. Donc,
C'est sympa. Hein. Il n'y a pas de questions ambiguës. Non. Il n'y a pas trop posé de questions sur Victor Dubuisson, donc ça, c'est très bien. Et là, on a fait un entretien que tu connais, que tu as vu, ou je ne sais pas si tu l'as vu encore, de 1h30 avec Victor. Oui. Et donc, je pense que les gens ont c'est de quoi. Quelqu'un de génial. Quelqu'un de génial. Ouais. Ont de quoi avoir des bonnes informations et sa véritable, surtout sa véritable personnalité de quelqu'un de profondément bon et compétent. Voilà. Donc non. C'est quelqu'un de très, très, très bien, contrairement à ce qu'on entend souvent. Et ben voilà, il se protège un peu, il a raison. Hein. C'est clair, c'est clair. Tu sais, même Dieu n'est pas aimé de tout le monde. Alors nous, simples mortels. Ouais. Non, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, c'est un personnage, et donc on a envie d'en savoir plus, mais il faut pas trop, faut apprécier comme il est, il faut l'apprécier comme il est, et puis le jour où il joue pas bien, qu'il jette des clubs, c'est pas grave, ça fait partie du truc, et puis voilà, puis quand il est dedans, c'est sublime, quoi. Moi, il m'a fait c'est quelqu'un qui m'a, il y a quelques coups dans ma vie dont je me rappellerai toujours, dont un ou deux de Victor, où je me dis, mais comment c'est possible ce coup-là, quoi. Je me rappelle qu'à un moment, il y en a un notamment exceptionnel, il y avait un journaliste de golf américain qui était à côté de moi, on sentait que le journaliste connaissait vraiment bien le golf. Il m'a dit, ce coup-là, ils sont 2 ou 3 dans le monde à pouvoir le faire. Tout de suite, il m'a dit, tout de suite. Et moi, j'avais les larmes aux yeux quand j'ai vu ce coup et entendu ce son. Je trouvais ça exceptionnel. C'est notre Victor. Voilà. Voilà. Eh bien, écoute, Benoît, je te souhaite une bonne continuation dans toutes tes activités, mais en ce moment, c'est tranquille. Oui, on va reprendre. On va rester un peu à la maison. On va reprendre dans la région. Hein, voilà. Un grand merci de la part de nous tous. Et merci aux personnes qui ont posé des questions de qualité. Merci. À très bientôt, Benoît. Merci. Au revoir. Au revoir.